Dès ma première conso, en fait, j'ai su que ça allait m'accompagner, mais pendant de longues années, on a toujours une excuse pour pouvoir consommer, quoi. T'en bois une, t'en bois 10. Et j'ai fini à 8 litres de 8,6 par jour. Et donc, là, tu peux pas décuver. L'alcool, tu deviens un menteur, un manipulateur, toxique, total, mais des blackouts, des fois de 7 heures, 8 heures. J'ai dû perdre plus d'une semaine de mémoire, quoi, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait pendant ces 7 jours. J'ai pris plus de 100 cuites, mais sur 100 cuites, si je me souviens de 10 soirées, comme un fumeur, quoi, il est rarement en galère de clope. Moi, j'étais rarement en galère d'alcool. On le dit tous, quoi, de pas boire au volant. Et moi, en fait, mon rituel, c'était de boire au volant. Il n'y a pas de prévention. Fumer tue, boire avec modération. Salut, je m'appelle Thomas, je suis malade alcoolique. J'ai consommé pendant plus de 25 ans. Un jour, j'ai failli tuer mon fils à cause de l'alcool. Une culpabilité énorme. Je suis là pour vous raconter mon histoire sur Légende. Bonjour à tous et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, nouvelle émission, on va parler d'alcoolisme. On reçoit Thomas qui était malade alcoolique. Mais c'est un sujet important puisqu'il y a plus de 40 000 morts en France par an chaque année à cause de l'alcool. Et vous allez voir, la bonne nouvelle dans l'histoire de Thomas, c'est qu'il s'en est sorti après 25 ans de consommation excessive. Il a eu un déclic qui a fait qu'il a tout arrêté du jour au lendemain. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de l'émission. Légende Story, c'est tous les mardis à 11h sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Bonjour Thomas. Salut Lola. Très contente de te recevoir. Moi aussi, merci de me recevoir. Ouais. On n'a jamais traité le sujet sur la chaîne encore, en tout cas sur Légende Story, de l'alcoolisme. Toi, tu as commencé à boire, tu avais 13 ans et demi. Ouais, dès ma première conso, en fait, j'ai su que ça allait m'accompagner, mais pendant de longues années. Alors pourquoi ? Parce que je me suis senti super Thomas avec une cape, j'étais extraverti, j'avais plus de boules d'angoisse parce que je crois que vraiment le produit m'a accompagné pour faire taire ces angoisses, pour enlever cette boule au ventre. Et donc voilà, première consommation 13 ans et demi avec des potes autour d'un lavoir, bière, la Cronenbourg. J'ai fini en blackout, je me souvenais de rien. Et premier vomito, même c'est le premier vomito chez ma mère dans la chambre, quoi. 13 ans et demi. Et t'as tout de suite aimé ça ? Ouais, enfin, le goût, j'ai jamais aimé. Mais par contre, la sensation d'ivresse, même plus, parce que comme je savais pas m'arrêter, c'était... Ouais, je te dis, super Thomas, quoi, avec sa cape, quoi. Tu ressentais quoi ? Tu te rappelles ? Sentiment de liberté et surtout, rien n'était impossible. Voilà, rien n'était impossible. J'ai fait des pires dingueries sous alcool. On me dit, tu fais ça ? Ouais. Donc j'ai risqué ma vie beaucoup de fois. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu pouvais basculer dans l'alcoolisme ? En fait, dès la première consommation, dès que j'ai bu, je me suis dit « Ah, mais c'est génial ! C'est génial, c'est top !» Et donc, j'ai su que, de toute façon, voilà, j'ai su que ça allait être pas un problème, puisqu'en fait, c'était une solution avant d'être un problème. Donc ouais, je pense que dès le début, j'ai su que, déjà par ma consommation, que j'avais un problème. Une solution à quoi ? Une solution à de plus ressentir ces angoisses, parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai cru que c'était normal, que tout le monde avait des angoisses, mais des angoisses paralysantes, hein, en vomir le matin, et avec l'alcool, plus de tout ça, quoi, et surtout plus de timidité, plus de... socialement, t'es intégré, t'es dans un groupe, souvent, celui qui boit le plus, c'est celui qui est limite bien vu quand on est ado, hein. On va pas se le cacher, ouah, t'as vu, comme un bon pilier de bar, voilà, un bon vivant, un bon pilier de bar, on le juge pas. Par contre, bref, là je pars un peu en cacahuète, mais une femme qui va consommer, tout de suite ça va être une mauvaise maman, une mauvaise mère, une fille facile, quoi. Voilà. Donc il y a quand même une différence pour moi entre l'alcoolisme féminin et l'alcoolisme masculin. À 13 ans, tu dis que tu avais des angoisses, tu sais à quoi c'était lié ? Tu avais peur d'aller à l'école ? C'était pas c'était plus une angoisse de réussite. Mon enfance, si tu veux, j'ai mon père qui avait qui était alcoolique, et j'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait pas avoir, quoi, tu vois. Passer des nuits dehors pour avoir peur des réactions de mon père. Enfin, tu vois, des choses pas cool que j'aurais pas dû vivre en étant gamin. Mais bon, je pense que ça vient de là, et puis on parlait souvent d'exemplarité. J'ai vu mon père boire tous les jours. Et beaucoup de fêtes aussi du côté de ma mère, donc en fait, on est matrixé depuis le plus jeune âge à consommer. De toute façon, hein, vendredi apéro, samedi apéro, Noël apéro, Nouvel An apéro, anniversaire apéro, retraite de Dédé apéro. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est l'alcool, il y a
on a toujours une excuse pour pouvoir consommer, quoi. Pour bien comprendre, on va rentrer dans le quotidien d'un alcoolique. C'était quoi une journée type quand tu buvais Comment ça a commencé un peu tout ça, si tu devais décrire? On ne devient pas malade alcoolique du jour au lendemain. On va dire que ça s'installe. Donc au début, je vais dire comme tout le monde, le mot comme tout le monde, mais tout le monde dit tu bois, bah comme tout le monde. Donc ce comme tout le monde, il veut rien dire. Et bah tu consommes avec les copains au début, tu sors en soirée, tu consommes. Donc celui-là, moi j'aime bien l'appeler l'alcoolisme mondain, quoi, parce que bah là toujours, il est cool celui-là, parce que t'as toujours quelqu'un qui boit plus que toi, et donc ça te rassure, quoi. Tu dis ouais c'est bon. Lola, ta vie, elle a fini, elle était complètement... elle a vomi et tout, regarde-moi, ça va, je gère. Donc celui-là, en fait, déjà, il s'installe bien comme il faut. Et une fois que le mondain est installé, le danger, en fait, c'est de commencer à boire tout seul, quoi. C'est-à-dire le soir, allez, c'est ma récompense. Ah, j'ai fait une bonne journée. Ah, j'ai eu une mauvaise journée. Donc là, tu commences à boire tous les soirs, 1 verre, 2 verres. Et à la fin, bah, t'as vraiment... moi, j'aime bien, c'est dire la zone morbide ou le chronique, là, t'es dedans. Et bah, moi, j'étais obligé de boire dès le matin. Ta journée, elle est divisée en 3, donc calcul, ravitaillement, consommation. Toutes tes journées, c'était comme ça. Je pouvais passer 24 heures sur mon canapé avec des bières partout, consommer, dormir, consommer, dormir. Et ça, c'est toute ta journée. Tu te réveilles le matin, t'es comme ça, tu trempes de partout, ton lit, il est trempé et t'es obligé d'avoir ta bière à ton lit, là, tu vois. Et dès le matin, moi, je buvais en binge drinking, donc il fallait que ça aille très vite. Donc, 1 litre de bière, je les buvais en moins d'1 minute, 1 minute 30. Mes 2 bières, mes de 8,6, de 50, et c'était passé, quoi. Quand tu dis calcul, Eh ben, le calcul d'en avoir assez pour ta journée, et le calcul surtout d'en avoir pour le lendemain matin, et le calcul pour pas aller tous les jours au magasin. Donc, tous les 2 jours, je faisais un magasin différent, pour pas avoir l'étiquette, lui il a un problème d'alcool, ou lui il est alcoolique, lui c'est un projetron, lui il picole. Et même si ça se voyait, et puis que tous les 2 jours je passais dans un autre magasin, c'était la honte. La honte pour moi, vraiment. Et puis tu fais toujours, tu prends quelques cacahuètes, quoi, pour faire passer le truc, et qu'il n'y ait pas que l'alcool, tu vois. Et ça, c'est une culpabilité, j'en parle souvent. Tu te sπως coupable, tu te sens jugé. tu savais que tu avais un problème? Ah bah oui, comme je te disais, dès 13 ans et demi, j'ai su que qu'il allait avoir un truc. Enfin voilà, ça a commencé en histoire d'amour, on va dire, et ça a fini en... ça a fini, j'ai même pas le mot, ça a fini en décadence, J'étais pas comme ça, hein, j'avais 20 kilos de plus, l'hygiène c'était un peu craignos, mon appartement c'était Ouarzazate. Et le chronique, je le souhaite à personne, et souvent même je le dis, même à mon pire ennemi, je souhaite pas qu'il tombe dans la maladie. C'est pas une maladie, l'alcool, c'est un vice. Ah non, c'est pas un vice, quoi. Maintenant, voilà, c'est acté. Depuis 88, c'est dans les cancérigènes. En 78, c'est l'OMS, je crois, qui reconnaît la maladie alcoolique. Enfin, voilà, donc non, ce n'est pas un vice. Et n'ayez pas honte, surtout, et demandez de l'aide. Donc voilà, et après, bah, ça s'installe, on va dire, dans le fonctionnel. Donc en fait, tu consommes un peu tous les jours, mais en fait, tu arrives à élever tes enfants nickel, ta maison elle est propre, tes papiers sont faits. Et donc là, en fait, ouais, alcoolisme fonctionnel, si tu veux, tu fonctionnes avec lui, il est tout le temps là. Enfin, il y a des millions de personnes qui vont se reconnaître, hein, parce que l'apéro le soir, c'est banal. C'est comme ça en France. On boit l'apéro le soir, c'est mon petit rituel. Et je sais pas, posez-vous la question, l'alcool, c'est la seule drogue où tu dois te justifier de pas en prendre. T'arrêtes l'héro, t'arrêtes la coke, t'arrêtes le cannabis, on va dire t'as du mental, c'est bien. Par contre, tu dis que t'arrêtes l'alcool, c'est là, on va dire oula, t'es sûr, t'as un problème, pourquoi tu bois pas? Tu te réveillais le matin, ton lit était trempé, pourquoi? C'est plus de l'élimination des toxines aussi, tu vois, à mon avis. T'es pas hydraté, mais tu te déshydrates, c'est ça aussi. L'alcool, ça hydrate, non, l'alcool, ça déshydrate. Et tu transpirais beaucoup Ouais, bah dès le matin. Quand j'étais à la caisse, j'étais pas fier, et l'anxiété arrivait, et donc j'avais des transpirations, tremblements, même dans la voix, quoi. J'étais pas fier, donc ça tremblait un petit peu, quoi. À quelle heure tu commençais à boire? Dès le matin? Enfin, explique-moi. En fait, quand t'es dedans, pour mon expérience à moi, hein, je parle pas au nom de tous les alcooliques, mais en fait, t'as plus de matin, t'as plus de jour. T'as plus de matin, puisque tu bois... ta journée, ça va être le ravitaillement tous les 2 jours. Sinon, après, t'as plus de matin, tu consommes, tu dors, tu consommes, tu dors, tu consommes, tu dors. Dès que je me réveillais, j'étais obligé, hein, je parle, c'est une obligation. C'est pas un besoin, une obligation, parce que je tremblais. Et juste pour arrêter ces tremblements, il fallait que j'ai mes 2 petites 8-6 qui étaient à côté du lit. Et là, t'as plus de matin, t'as plus de jour, quoi. Moi, je restais
H24 sur mon canapé, quoi. J'allais plus dans mon lit, voilà, je mangeais plus, je faisais plus rien. Et tu faisais quoi quand tu buvais? Tu regardais la télé? Ouais, je disais que j'étais un grand... Mais je me souvenais d'aucun film. Donc je sais que je les ai vus, ces films, mais en fait, j'enregistrais pas. Donc je pouvais rester 24 heures devant Canal+. Le lendemain, tu m'aurais posé la question de ce que tu as regardé. Peut-être un film avec DiCaprio, parce que je l'ai vu passer, mais sinon, je me souvenais de rien. Et la mémoire, c'est catastrophique. Hein. T'arrivais à être sobre? Non. Des moments où t'étais sobre dans la journée? Non, c'est plus possible. C'est plus possible, parce que ça, c'est pareil. Dans la tête des gens, t'attends 2 heures, tu manges un sandwich, t'es plus positif. Mais il faut savoir qu'un gramme, pour revenir à 1 gramme d'alcool, pour revenir à 0, c'est 10 heures. Donc, comme tu consommes tout le temps des quantités... je t'ai pas dit, mais j'ai fini à 8 litres de 8,6 par jour. Et donc, là, tu peux pas décuver. Enfin, t'es tout le temps dedans. Et je peux t'assurer qu'avec 2 ou 3 litres de bière, je pouvais faire semblant de ne pas avoir consommé, quoi. Mes 2 premières, je te disais, c'était en 1 minute 30. Et là, c'était pratiquement effet instantané, quoi. De toute façon, il n'y a pas du bon alcool et du mauvais alcool. Dans chaque, il y a de l'éthanol. L'éthanol, on fait quoi avec l'éthanol? C'est du carburant, on fait conduire des voitures. Donc en fait, c'est un toxique pour le cerveau. Et par contre, ça m'est arrivé, j'en suis pas fier non plus. J'étais chez ma mère, pas d'alcool, rien du tout. Et j'avais été chez le dentiste. Et le dentiste m'avait prescrit plein de bouteilles d'Extril. À l'époque, il y avait de l'alcool dedans. Et j'ai bu 3 petites bouteilles d'Extril comme ça en 10 minutes dans la salle de bain pour... Voilà, ça c'est une dinguerie aussi, c'est de l'alcool, quoi. C'est un bain de bouche? Un bain de bouche, ouais. Je me suis mis à boire j'avais que ça, donc j'ai bu du bain de bouche une fois, quand t'es bloqué chez ta mère et que tu peux pas rentrer chez toi et que t'as besoin de ta dose, parce que c'est une dose. Hein. Par semaine, tu dépensais combien, parce que ça coûte cher? Une fois, j'ai fait le calcul, j'étais à plus de 600 € par mois, quoi. C'est dingue. Après, quand tu vois avec le recul, tu te dis, putain, mais j'aurais pu, j'aime pas regretter, mais avec ça, ma mère me le dit souvent, t'aurais pu acheter 2 maisons, quoi. Avec l'argent que j'ai gagné et l'argent que j'ai dépensé. Mais voilà, pas de regret. Ça a duré 25 ans quand même, ton alcoolisme. Ouais. T'arrivais à travailler, à avoir une vie normale, en tout cas au début? Ouais, on va parler de l'alcoolisme fonctionnel. Mais par contre, en cuisine, je buvais qu'après, quoi. Je buvais jamais le matin. Parce que t'étais cuisinier? Ouais, j'ai fait 18 ans de cuisine. Et puis en cuisine, de toute façon, c'est la norme de finir le service avec une bière, avec un verre. Sauf que moi, c'était des verres plus le cannabis. Voilà, quoi. Donc j'avais toujours... En fait, j'ai jamais été libre. J'aime bien parler de liberté parce qu'en fait, on pense que justement consommer, faire la fête, c'est de vivre libre. Et non, parce que t'es obligé d'avoir ton rituel le soir. Si t'as pas ton rituel, comment tu te sens? Si j'avais pas mon rituel, je pouvais pas dormir. Donc là, tu sais aussi que t'as un problème, quoi. Quand t'as besoin de ça pour dormir, pour aller faire la fête, pour faire un karaoké. Et il y a pas un matin où t'y pensais pas dès que tu te réveillais? Ah non, mais tu vois. Ça aussi, tu vois, après j'ai bossé aussi en grande distribution, beaucoup de pression, et à 14 heures, tu dis, plus que 3 heures et je bois ma bière. Bizarrement, étonnamment, plus de pression. Juste déjà de se mettre en tête, de se mettre la tête tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs. Mais en fait, pas besoin de boire tous les jours pour avoir un problème d'alcool, quoi. Et tu faisais souvent des blackouts? Tout le temps. Et ça aussi, c'est souvent beaucoup les amis. Non, mais il fait exprès pour pas se souvenir. Non. Non, j'ai fait quelques recherches un petit peu, et en fait, c'est l'hypothalamus qui enregistre pas. En fait, c'est même pas que je me souviens pas, c'est que le cerveau, il a pas enregistré. Donc, juste pour faire j'ai pris plus de 100 cuites, mais sur 100 cuites, si je me souviens de 10 soirées, c'est beau, quoi, c'est large. Qu'est-ce qui faisait que tu étais en blackout? C'était la surconsommation? Ouais, et puis l'effet de boire, le fait de boire en binge drinking très rapidement, des 8-6, puis continuer. Et je pense que aussi, la première cuite a fait que mon cerveau a découvert, en fonctionnant comme ça, tu bois, tu t'arrêtes pas, tu te souviens plus. Je sais pas si c'est ça, ça il faudrait regarder, mais voilà, donc mon cerveau... tu consommes, il faut finir. Puis comme je suis un peu énergique, il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment, il y en a qui s'éloignent, il y en a qui sont cool, il y en a qui pleurent. Moi, en fait, j'étais une pile alcaline et je pouvais devenir violent. Voilà.
T'avais l'alcool mauvais parfois? Ouais, je cache rien. Et en fait, c'était par palier. J'arrivais, je faisais des blagues, je faisais des câlins à tout le monde. Et 2 heures après avoir fait des câlins, j'avais envie de les taper, quoi, tu vois. Mais comme voilà, je buvais pour éteindre quelque chose. Et j'étais en colère. J'étais en colère, je vivais dans le passé, j'en voulais à tout le monde, à toute la terre entière. Donc, quand tu es dans un état comme ça, à la normale, avec, on va dire, la désinhibition de l'alcool, et ça partait en cacahuète, quoi. Et tu buvais devant tes proches? J'ai toujours eu honte, ça. Parce que ou j'allais faire semblant, ou même j'ai fait, mais pendant 10 ans, fait croire que j'étais abstinent, donc de pas boire pendant les soirées, et puis vite rentrer chez moi pour soit consommer avant ou consommer après. Donc, l'alcool, tu deviens un menteur, un manipulateur, toxique. Enfin, pour ma part, hein. Y en a qui ne deviennent pas violents, mais moi, voilà, j'étais pas le même homme, du tout, du tout. Tu buvais en cachette, t'as des souvenirs de... Ah ouais, mais là, boire en cachette, c'était mon rituel. De toute façon, je buvais en voiture, donc dès que je débauchais, j'avais une canette. J'allais à l'entraînement de foot, je buvais mes 2 canettes avant l'entraînement. Donc en fait, je buvais en cachette. J'ai toujours bu en cachette, même ado, je me souviens boire avant les fêtes parce que je savais que j'allais pas en avoir assez. Et ça, j'en suis persuadé aussi, c'est que à 1 litre, 2 litres de bière, quand t'es bien dedans, mais personne s'en aperçoit. Tu vas bosser, moi, là-dessus, j'ai jamais bu avant d'aller au boulot, hein, par contre. Mais j'étais encore bourré de la veille, donc est-ce que c'est pareil ou pas? Mais ouais, le quotidien, c'est de calculer ta consommation. Donc, à chaque fête, chaque anniversaire, chaque mariage ou chaque ceci, t'arrives à trouver des combines pour pouvoir consommer plus et être avec les gens. Mais pendant 10 ans, on va en parler après, mais pendant 10 ans, en fait, c'était fait que de ça, quoi. De mensonges. Oui, j'ai arrêté, en fait, c'était pas vrai. Oui, j'ai arrêté, personne me croyait cette fois-ci. Enfin, tu vois, et puis, en fait, on vit dans le mensonge, hein. On est vraiment des menteurs. Des menteurs, puisqu'on est capable de boire 1 litre de bière et 5 minutes après, non, mais j'ai pas bu, machin, et puis d'y croire, hein. En fait, tu te mens à toi-même, et c'est ça, tu te mens avant de mentir aux autres, tu te mens à toi-même. Mais non, allez, ce soir, j'arrête. Ça, c'était tous les jours. Tous les jours, je me réveillais, je me regardais, ce soir, j'arrête. Et puis, en fait, le soir arrivé, t'arrêtes jamais, quoi. T'arrêtes jamais, l'heure fatidique, et c'est parti, quoi. T'en bois 1, t'en bois 10. L'alcool, ça t'a déjà empêché de faire des choses simples du quotidien? Est-ce que ça t'a déjà freiné dans ta vie? Mais oui, en fait, je disais, je vivais plus aucun instant présent. Les instants familiaux, c'était une hantise pour moi, parce que je pouvais pas consommer, je pensais qu'à consommer, j'enviais les gens, donc limite de la jalousie. Pourquoi eux ils peuvent et pas moi? Enfin, c'était compliqué, ouais. Très très compliqué. Je sortais plus mon chien. Mon chien, il avait trouvé une cachette, c'était faire pipi sous le chauffe-eau. Ma mère, elle aime pas quand je raconte cette histoire-là. Il faisait caca sur le balcon. Mon fils, limite, c'était de la maltraitance puisqu'il y avait des bières partout. Il fallait qu'il jongle entre les bières. J'ouvrais plus mon courrier. Je payais plus mes factures. La crèche de mon petit, ils m'ont demandé 1 500 € et moi je croyais payer, mais en fait non, je payais pas et j'ai dû faire un prêt. Bref, non, il y avait plein de trucs, je faisais plus rien. Je procrastine et tout, et qu'une seule chose comptait, c'était consommer. Ça avait des impacts sur ta vie perso? Je sais que tu t'es séparé de... T'as eu un enfant? Ouais, j'ai eu un enfant. En fait, j'ai perdu beaucoup de relations à cause de l'alcool, hein. Soit on me supportait plus, soit c'est moi qui partais en couille parce que j'avais consommé, soit crise de jalousie, soit dépendance affective. Donc ouais, j'ai beaucoup de relations, j'ai saboté beaucoup de relations avec l'alcool, quoi. C'est la vie, quoi. Et Elliot est né, et au bout de 16 mois, tu vas te séparer de ta femme? Ouais, Elliot est né, 16 mois séparation. Et là, justement, c'est la descente aux enfers. Et c'est là où j'ai fini à 8 litres de 8-6 par jour. J'étais à ma grosse cuite par semaine, à mes 2 bières fortes avant de rentrer du boulot. Et tout ça s'est transformé en vraiment très, très rapidement en 3 litres, 4 litres, 5 litres. Et j'ai fini à 16 canettes par jour, ce qui est énorme. Et souvent, pour les gens lambda qui sont pas du tout dans l'alcool, disent « Mais c'est pas possible ». Si, c'est possible, tu peux boire il y a des personnes, 2 bouteilles de whisky, 2 bouteilles de vodka. Ouais, c'est largement possible.
Et c'est pour ça que tu t'es séparé de ton ex-femme, c'est parce qu'elle savait que tu buvais? En fait, oui, elle savait que je buvais. J'avais fait une dinguerie aussi. J'avais été violent, je lui avais fait peur une fois. Donc, elle était revenue. Et là, je lui dis non, mais c'est fini. Je consomme plus, je bois plus. Et je sais pas, 4 mois, 5 mois après, elle s'aperçoit sur les comptes, parce que j'étais pas malin, elle s'aperçoit sur les comptes qu'il y avait tous les jours quelques euros qui disparaissaient. Et donc, elle a vite remis le truc. Ah ouais, en fait, t'as pas arrêté de consommer. Et donc là, elle est partie. Et c'est normal. J'aime pas dire c'est OK, mais c'est normal. Enfin, tu vis avec un menteur, tu vis avec un manipulateur qui est jamais là vraiment parce que, en fait, t'es toujours dans quand c'est que je vais pouvoir consommer. Je vais chercher mon fils à la crèche parce que tu sais que tu vas pouvoir t'arrêter. Et donc, j'étais un danger public parce que je conduisais alcoolisé avec mon fils dans la voiture, quoi. Et ça, c'est hyper dangereux. T'avais connaissance des risques que tu prenais en faisant ça ou pas? Ouais, mais encore une fois, ça arrive qu'aux autres. Pas à moi. Oh, c'est bon. C'est pas grand-chose. En fait, tu minimises tout. Mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Surtout, on le dit tous, quoi, de pas boire au volant. Et moi, en fait, mon rituel, c'était de boire au volant. Donc, c'est pas cool. Et on va parler des choses qui te sont arrivées à cause de l'alcool. Ouais. T'as déjà fait des choses que tu regrettais le lendemain? Tout le temps. Tout le temps, chaque soirée où on me racontait. Il m'est arrivé une fois, je me réveille le matin, il me manquait une paire de chaussures, j'avais de la boue, de la vase partout. Et on était à un enterrement de vie de garçon d'un pote. Et là, on me dit, mais tu t'es pris pour Jésus. T'es parti sur le bassin d'Arcachon, tu t'es mis de la vase jusque-là, mais on s'était inquiété. Ah ouais. Donc là, tu fais, ouais, pas cool. Une fois, je me fais virer de boîte, je finis dans un camping-car. Donc je sors de boîte, on me vire. Et là, il y avait un garage auto de réparation. Et le lendemain, je me réveille à 7h dans le camping-car. Je sais pas ce que je foutais là. J'avais enlevé toutes les housses. J'avais tout pris pour me couvrir et tout. Et donc, ma meilleure amie, qui est Sonia, qui m'a inscrit à Légende, on se croise et toute la nuit, ils m'ont cherché. Et moi, j'étais dans mon camping-car. Voilà. C'est pas le tien. Hein? Qui n'est même pas le tien. Non, qui n'est même pas le mien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je me suis réveillé aussi, j'étais dans un hall de banque. Il s'est passé un truc de fou aussi. Mon beau-père qui me fait un matin, mais Thomas, t'as fait quoi à la voiture? J'ai rien fait à la voiture. Il m'a dit, si, viens voir. Et en fait, j'avais plus de pneus. J'étais rentré sur la jante. Donc j'avais fait plus de 30 bornes sur la jante. Donc il devait y avoir des étincelles et tout, mais je me souviens de rien, quoi. De rien. Donc je sais pas si vous connaissez Trio. Voilà. Si, la chanson. Désolé pour hier soir. Tous mes potes, dès qu'ils l'entendent, c'est ah, Thomas. Donc en fait, si, même la peur de se lever. Tous tes potes, t'entends qu'ils sont levés, et toi, t'as peur de regarder ton téléphone, t'as peur de ce que vont te dire les gens. Tous les lendemains de blackout, tu dis, moi, j'arrête de boire. Mais sauf que t'arrives jamais à arrêter de boire, et voilà. Et une fois, c'est allé un peu plus loin. T'as fait du mal à ton meilleur ami, je crois. Je l'ai poussé, donc j'ai failli le tuer parce qu'il est tombé dans les escaliers. Cette soirée-là, apparemment, j'ai pissé sur la table. Le lendemain, je me réveille, j'avais mon portable éclaté, mais de partout. Et c'est là en disant, mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Et on te raconte que t'as pissé sur la table, que mon pote a des bleus de partout. Les gens arrivaient à te croire que tu faisais des blackouts parce que souvent, on se dit, ouais, ils inventent. Mais non, tout le temps, c'est pas possible d'oublier, mais non, mais c'est pas possible. Et si, moi, c'était vraiment des blackouts totales, mais des blackouts des fois de 7h, 8h. Mais je suis sûr que dans ma vie, j'ai dû perdre plus d'une semaine de mémoire, quoi, en fait. D'une semaine de ce que je sais pas ce que j'ai fait pendant ces 7 jours. Et j'aurais pu tuer quelqu'un. Le lendemain, me réveiller, j'aurais pu tuer quelqu'un et dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ça te donnait pas envie d'arrêter, parce que on le connaît tous, ce sentiment de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? On a tous un peu abusé une fois. Mais c'est horrible. Et c'est là où, là, tu vois que t'es vraiment malade, quoi, que tu peux rien faire sans alcool. Et puis, de toute façon, matrixé depuis toute ta vie, en fait, j'ai besoin de ça pour draguer, j'ai besoin de ça pour faire l'amour, j'ai besoin de ça pour aller faire mes courses, j'ai besoin de ça pour faire mon ménage, j'ai besoin de ça pour décompresser, j'ai besoin de ça. Et en fait, c'est le cerveau qu'il faut... le cerveau, il a pas besoin d'alcool. Il a pas besoin, puisque dès la première goutte, c'est un toxique, et lui, il fait que... je m'occupe que de l'alcool. Donc tu peux bien manger à côté, des vitamines, des machins, mais si tu consommes à côté, le foie, il travaille que sur le toxique que tu viens de lui envoyer, et voilà. Est-ce que des fois, tu te mettais des limites de te dire, bon, allez, cette fois, je bois que 4 bières et je rentre? Ça, voilà, je suis quelqu'un d'excessif, et je pense...
d'addict, hein, mais à beaucoup de choses. Hein. Et non, en fait, tu commences la première bière, t'es foutu. Enfin, pour moi, je buvais ma première bière, il fallait que j'aille jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, tant qu'il y avait une bouteille, tant qu'il n'y avait pas vide, tu bois. Donc, pour moi, en fait, il ne faut pas commencer le premier verre. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais quand, par exemple, il n'y avait plus d'alcool dans l'appartement où tu étais et t'en voulais encore? Ah, mais ça, c'était pas possible. J'en avais soit dans la voiture... Ouais, c'était rarement... Non, puisqu'on est dans le calcul, donc on a toujours une réserve. Donc non, t'es jamais en galère comme un fumeur, quoi. Il est rarement en galère de clope. Moi, j'étais rarement en galère d'alcool, quoi. Alors, une fois, t'as fait du mal à ton chien aussi? Ah, papa, putain. Ouais, alors, je vais faire mon ravitaillement. Je prends mon chien, parce qu'il me suit partout encore, hein. Je peux pas rentrer dans le magasin, donc je mets la laisse sur un truc. Et puis en fait, j'achète ma conso, je rentre chez moi, vite pour boire. Et mais 4 heures après, mais il est où mon chien? Donc je cherche mon chien partout, et puis je me souvenais même pas que je l'avais oublié au magasin. Et le lendemain, je me réveille, je dis là, je vais faire un tour au marché. Et là, je fais mon tour au marché et je vois mon chien en laisse avec quelqu'un qui me dit « Ah, mais on l'a trouvé devant le magasin. » Il était, en plus, c'était en plein été, donc il était en déshydratation et tout. Donc, j'aurais pu perdre mon chien juste pour ma conso et vite rentrer à la maison pour consommer, quoi. Donc, ouais, putain, j'ai fait des dingueries. Je suis pas fier, mais bon. Voilà, donc mon chien, ouais, donc maltraitance parce que je le sortais plus. Là, je l'oublie. À ton fils, t'as déjà eu le sentiment de ne pas t'être suffisamment occupé à cause de l'alcool? Avec mon fils, c'est encore, on va parler d'instant présent. En fait, vite le coucher comme ça, au moins je vais pouvoir consommer tranquillement ou fumer. Oui, c'était de la maltraitance puisque je consommais avec. Donc, s'il arrivait un truc, oui, c'était de la maltraitance de consommer avec mon petit chez moi, en voiture. Consommer partout, quoi. Et comment ton entourage y réagissait face à ça? Est-ce qu'il se rendait compte que tu mettais en danger ton fils, ton chien? Bien sûr, puisque on arrivait après, mais bien sûr, un jour, il va se passer une catastrophe. Un jour. Il te disait ça? Non, c'est après qu'on me l'a dit, quand la catastrophe est arrivée. Et il te disait quelque chose? Non, parce que justement, ça, c'est un message que j'aimerais bien faire passer. C'est que moi, j'aurais bien voulu que mes amis viennent me voir, m'en prennent un truc. Thomas, on sait que t'as un problème. Viens, on va t'aider. Viens, on va t'accompagner. Viens. Mais en fait, c'est tellement tabou où on sait pas comment amener le truc. Tu vois pas que tu consommes un petit peu trop. Tu vois pas que quand tu consommes, tu fais n'importe quoi. Et ça, personne est venu me voir, aucun pote. Et je pense que si vous avez un ami qui est vraiment dans la détresse, ne pas le laisser aller le voir et lui dire, tu sais, t'es pas tout seul, on sait que t'as un souci. Maintenant, essaye de te prendre en main, quoi. Voilà. Ouais. Toi, personne ne s'est jamais soucié de ton état. Tes parents, un peu, parce qu'ils t'avaient envoyé une... Il y avait ma mère et ma sœur, mais ma sœur, en fait, est dans le Pas-de-Calais. Ma mère était loin, en Dordogne, mais loin. Les appels téléphoniques, je répondais plus. Les invitations, j'y allais plus. Donc, non. Et puis même, t'écoutes pas. De toute façon, toi, t'as pas de problème. T'es souvent dans le déni. Non, moi, ça va, je gère, j'arrête quand je veux. Ça, essayez. Et à la fin, surtout, tu dis que tu as réduit ton cercle amical. En fait, tu sortais plus. Avant, tu sortais et à la fin, tu Ah ouais, non, j'allais voir plus personne. À chaque soirée où j'étais invité, soit je disais oui, puis arrivé au jour, j'avais déjà consommé dès le matin. J'allais me faire chier là-bas parce que ils boivent pas assez vite. Ou sinon, non, j'ai arrêté l'alcool. Donc pendant une soirée, tu bois pas et puis t'es pas bien parce que t'as tellement l'habitude de consommer et de vivre avec le produit que t'es bourré, mais parce que t'as bu avant et puis t'es bourré de la veille. Mais voilà, non, ouais, voilà, ça aussi, c'est pareil. C'est à la fin. Au début, en fait, tu bois, c'est un lubrifiant social, tu vois, et après, quand tu bois, quand t'es vraiment dans la zone rouge, zone morbide, et là, t'as plus de liens sociaux du tout. Donc, tu vois, c'est vraiment les extrêmes, quoi. C'est un super anxiolytique. Quand t'as mal, tu bois, t'as plus mal. T'as l'impression que tes angoisses elles partent, mais c'est un dépressiogène derrière. Donc, en fait, si t'as déjà une petite dépression, tu t'entretiens et tu peux être encore plus en dépression. Voilà. Les bienfaits de l'alcool ou pas. Parce que là, ce que tu décris, c'est pas quelqu'un qui est heureux. En fait. Ah non,
Mais non, mais c'est ce que je disais, je souhaite à personne de tomber dans l'addiction à l'alcool. Parce que tu bois pour calmer tes traumas, calmer des choses que tu n'as jamais dites. Donc en fait, tu consommes, tu t'en sers comme médicament. Tu t'en sers comme médicament pour être une autre personne, pour pas te retrouver, ouais, c'est ça en fait, pour pas te retrouver seul avec toi-même, quoi, tu vois, pour pas. Moi, je savais pas qui j'étais. Hein. Pendant 25 ans, j'ai consommé soit du cannabis, soit de l'alcool, mais j'avais jamais rien fait sans alcool. Et je peux t'assurer que maintenant, on en reviendra plus tard, je fais des trucs, mais c'est top, quoi. Alors, un jour, tu vas avoir un accident avec ton fils alors que tu es alcoolisé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Déjà, c'était courant que tu prenais la route avec ton fils alcoolisé. Ah oui, ouais. C'était ultra courant. J'avais déjà eu plein d'alertes, hein, plein de petites attentions. J'ai déjà perdu mon permis une fois. J'avais déjà eu 6 accidents de voiture en tant que conducteur. Et là, le 17 novembre 2018, ça c'est une date qui sera marquée à vie. Hein. J'avais le rituel avec Elliot d'aller à la piscine, donc on va à la piscine, après McDo, et ma maman savait que elle me dit « Il faut que tu passes à Leroy Merlin, j'ai besoin de ça ». Et puis en fait, j'étais acheté mes packs de bière, et j'étais sous anxiolytiques, sous benzodiazépine, parce que j'avais été voir mon médecin traitant en lui disant j'ai un problème, donc elle m'avait filé des petits médocs. Elliot était à l'arrière, on tombe, on s'enroule autour d'un arbre, et en fait, une personne sur 10, normalement, s'en sort à cet endroit-là. On a été 2, lui et moi, s'en être sortis. Et il y a plein de signes qui font que... Normalement, il était à droite. Là, c'était une coupée. Mon siège ne se relevait plus. Donc, je l'ai mis là. Et s'il avait été là, il serait plus là. Tu l'as mis derrière toi? Ouais, là, il était juste derrière moi, alors que normalement, il était là. Et ils me mettent 1h30 à me sortir, ils préfèrent me sortir en premier, soi-disant, parce que ils pensaient que j'allais avoir vachement plus de mal, donc ils mettent Elliot 2h40 aussi pour le sortir, un truc comme ça, et il se souvient du doudou que le pompier lui avait donné et tout. Et la blackout aussi, encore une fois, donc je me souviens pas de l'accident, je me souviens de rien, je me souviens d'avoir ouvert les yeux, je crois que c'était 5 heures ou 4 heures après l'accident, je me souvenais de rien. Voilà, qu'est-ce que je fous là? T'es à l'hôpital quand tu te réveilles? Je suis à l'hôpital, aux urgences. Là, je me souviens juste que ma mère arrive, elle me fout une grosse baffe. Waouh! Et là, j'ai mon beau-père, je lui dis, mais Elliot, ouais, t'inquiète pas, Elliot va bien, Elliot a rien. Donc déjà... Et en fait, le lendemain, j'apprends par sa maman ou par ma mère, enfin là, c'était très compliqué, et qu'en fait, il a été amené sur Bordeaux, et que sur Bordeaux, ils ont découvert une cervicale de fêlé. Donc là, moi j'ai rien eu, j'ai eu une perforation de la vessie, mais voilà. Par rapport à la gravité de l'accident, tout le monde a halluciné, mais vous avez rien, quoi. J'ai eu une perforation de la vessie, des contusions, je crois que c'était 1 ou 2 côtes cassées, mais rien par rapport à la puissance. Mais vraiment, c'était un grave accident de la route, quoi, hein, sur les photos. Que j'ai eu bien après aussi. Pareil, quand tu regardes la photo, même encore maintenant, la chance que j'ai eue. Et Elliot, lui, cervicale de fêlé, quoi. Voilà. Et pendant combien de temps il a dû rester à l'hôpital, Elliot? Ça, tu vois, même ça, je suis jamais revenu, j'en ai jamais trop reparlé avec sa maman. Je sais qu'il a eu le corset pendant plus de 3 mois et qu'il est retourné à l'école assez rapidement parce qu'il avait une maîtresse en or, quoi. Voilà. C'est compliqué de parler de ça, mais ouais, c'est comme ça, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes planté tout seul? Ah ouais. Ah, mais je me souviens de rien non plus. Donc ouais, apparemment, j'ai eu cette chance-là. C'est que quelqu'un m'ait vu, parce que c'était... il faisait nuit, et en fait, la voiture, elle a fait ça à ça, alors que j'aurais pu me planter dans l'autre sens. Donc on nous a vus, on a bloqué la route, et merci à cette dame, je suis passé sur Radio France Périgord, grave accident, la route bloquée pendant des heures, enfin voilà, quoi. Vous avez pris un arbre? On s'est enroulé autour d'un arbre, ouais. En fait, la voiture, elle a fait comme ça, et on s'est arrêté grâce à un arbre. Je répète, hein, mais 1 personne sur 10, normalement, s'en sort. Et là, on a été 2. Donc, et on me l'avait annoncé, cet accident. Comment ça? 6 mois avant, je rencontre une femme extraordinaire, hein, parce qu'elle m'a beaucoup aidé aussi, qui me tire les cartes. Alors moi...
J'étais en colère, vas-y, hein, si ça t'amuse. Et là, elle me dit, oh, je vois un truc, 17h30, 18h, hein, vers mois de novembre, un accident, machin et tout. Et 6 mois après, j'ai eu, j'ai eu ce grave accident. Et d'où maintenant, je me méfie, je sais pas vraiment si je veux savoir ou pas. T'y crois un peu plus? Ouais, bah non, mais ouais, ça serait vraiment le mec vraiment trop cartésien, quoi. Ouais. On me l'annonce, il y a quoi. Donc après, il y a le subconscient qui joue, mais je crois pas. Enfin, non, il y a des gens qui sont doués de capacité, ouais, enfin, pareil. Et puis il y a quelque chose, moi qui croyais en rien, qui était en colère, anarchiste, qui écoutait toujours la même musique. Bah voilà, je me suis mis à croire en quelque chose qui doit y avoir. Voilà. Comment ton entourage a réagi suite à l'accident? Bah, très compliqué en fait, plus d'amis du tout, hein. J'ai juste eu une amie qui est venue me voir. Sinon, tous mes amis m'ont lâché. Et j'ai su, hein, parce que maintenant, là, j'en ai pardonné quelques-uns. Et c'était une punition, parce que, on lui avait dit hein, qu'elle allait avoir une catastrophe. Et donc, ouais, pendant un an et demi, j'ai pas envoyé de texto, j'ai pas appelé non plus. Et au bout d'un an et demi, je suis revenu tout doucement, vraiment ma meilleure amie qui m'a inscrit à Légende. Et bah voilà, et maintenant, je sais que c'était vraiment une quoi? Une punition, ça Une punition, ouais, une punition. Ah, ben, on lui avait dit, hein. Donc si on lui avait dit, il ne nous a pas écouté, c'est de sa faute. Ouais. Donc après, chacun sa définition des amis. Et ton ex-femme, comment elle a réagi? Parce que t'as failli tuer votre... Eh ben, la maman de mon fils a porté plainte, parce que je comprends tout à fait. Et donc, après, il y a eu enquête, justice, et donc j'ai eu 6 mois de 6 mois de prison avec sursis. J'ai eu des amendes que je suis encore en train de régler. J'ai suivi 2 ans de SPIP. Combien d'amendes t'as eu? Comment? Tu peux nous dire combien d'amendes t'as eu? En tout, vers 7 000 €, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Mais et c'est très bien, et une obligation de soins, mais que de toute façon j'aurais fait. J'avais même déjà entamé le soin avant d'avoir l'obligation de soins par la justice, quoi. Et t'as ressenti de la culpabilité dès que tu t'es réveillé? Ah mais ouais, non mais c'est ça c'est pareil. Chouette. En fait, j'avais l'alcool à gérer, plus une culpabilité de ouf. Même si je suis fier de ce que je suis devenu, je suis fier que mon fils ne m'ait jamais vu reconsommer une goutte d'alcool depuis ses 3 ans, donc ça va faire 7 ans. Ça a fait 7 ans. Mais là, c'est ta chair, et tu te dis, là, il se serait passé une catastrophe, je pense que je serais plus là, quoi. Mais ouais, les parents, quoi, je pense, reconnaîtront cette culpabilité d'avoir failli tuer la plus belle chose qui me soit arrivée, quoi. Et tu ressentais quoi quand tu t'es réveillé à l'hôpital? Un poids. Je sais pas si un poids, déjà, j'avais plus d'estime de moi, j'avais plus confiance en moi, je pouvais plus me regarder dans un miroir, parce que déjà, il y avait l'alcool, mais même une honte, mais t'imagines, d'être à plus de 2 grammes, avec des médicaments et ton fils dans la voiture. Oui, parce que t'avais plus de 2 grammes au moment de l'accident. Ouais, j'avais plus de 2 grammes, parce que 1h30 après, on me fait une prise de sang, j'étais à 1,97. Donc j'étais à plus de 2 grammes d'alcool. Et voilà, quoi. Enfin, c'est pas bon de boire au volant. Moi, c'était mon rituel. Et j'ai plusieurs potes qui ont dit moi, je suis malade, je bois, mais par contre, je suis responsable, je prends pas la voiture. Ah, parfait. Tant mieux pour toi. Moi, c'était comme ça. Mais comment t'as réussi à tenir le coup après tout ça? Parce que t'es rempli de culpabilité. Ouais, c'est la pire expérience de ma vie, hein. Heureusement que c'est la pire. En fait, en demandant de l'aide, j'ai vite demandé, il faut me trouver une cure, faut que je me soigne, il faut que j'arrête cette merde. Parce que de toute façon, je savais que j'avais un problème, mais de le savoir et d'entamer les démarches d'arrêter. Mais là, voilà, c'était le déclic, de ouf, quoi. Et ça, c'est pareil, je le souhaite à personne, de toujours attendre une catastrophe avant de se dire, bon, allez, j'arrête cette merde. Souvent, moi, j'ai dû attendre une catastrophe, j'ai des amis qui ont failli mourir, je sais pas combien de fois, de pancréas, de machin, d'accidents de voiture. Là, je viens de perdre 2 copains. Ils sont morts tous les deux, morts cons, bien imbibés, bien bu. Ils veulent manger, ils prennent un trop gros morceau de viande, donc ça leur fait
C'est leur fausse route, on appelle ça. Et donc, en fait, temps de le réanimer, le cœur repart, mais pas assez d'oxygène. Donc, en 3 mois de temps, on a débranché 2 copains à moi. Ils vont sauver des vies avec leurs organes. Mais voilà, il y a des morts cons, quoi. On dit qu'il y a 49 000 morts par an, mais ajouter plein d'autres trucs. Ils se sont étouffés? Ils se sont étouffés, ouais. Ils se sont étouffés. C'est une mort vraiment très, très bête. Et en fait, la maman de mon ami disait quand il était alcoolisé, il mangeait par compulsivité. Donc, il prenait des énormes morceaux de viande. Et puis, ce soir-là, c'est pas passé, quoi. Donc, Pour parler de l'accident, du coup, ça t'a fait un énorme déclic. Est-ce que tu penses que sans ça, là, tu serais encore en train de boire parce que t'as arrêté? Ouais, mais en fait, c'est j'avais 2 choix, quoi. Soit je continuais, je mourais et je perdais mon fils. Ou soit j'arrêtais et j'allais découvrir une nouvelle vie. Ouais, c'est vraiment avant-après, hein, alcool, sans alcool. Et voilà, ma nouvelle vie que j'ai actuellement. Et c'est pour ça que je suis ici, montrer que la sobriété heureuse, c'est possible. Et ouais, sans cet accident, j'y serais encore. Ça, c'est pratiquement une certitude, mais encore, la vie, elle est belle, donc elle est bien faite. Donc je peux pas te dire, mais oui, je pense que merci. Enfin, en tout cas, maintenant, je remercie cet accident, quoi. S'il n'avait pas eu lieu, j'aurais jamais eu cette évolution-là, quoi. Oui, ça t'a vraiment aidé à prendre conscience de la gravité de... Ah ouais. Parce que tu réalisais pas avant que t'étais un déchet, entre guillemets. Excuse-moi le terme, mais... Ouais, non, mais c'est ça, hein, tu le sais que t'es un déchet, tu sais que toi, t'as honte de toi, mais c'est surtout la famille. La famille, ils savent tous que tu as un problème, mais ils peuvent rien faire pour toi, parce que c'est ce que je dis, malheureusement. C'est à la personne qui est malade qui doit décider. Si tu le fais pour quelqu'un d'autre, ouais, je le fais pour mes gosses. Ah, je le fais pour ma mère, je le fais pour ma sœur. Ça peut fonctionner, mais tu vas être dans le combat, dire non, mais je suis pas sûr que j'ai un problème. Enfin voilà, donc mais c'est tellement vicieux, c'est voilà, hein, l'addiction à tout, hein, la maladie addiction. Quand t'es dedans, quoi. Avant cet accident, j'avais fait une première cure en 2007, j'avais 25 ans. Et à 25 ans, en fait, je l'avais fait pour faire plaisir à maman et à ma sœur. Et ça a tenu, parce que à chaque fois que je fais un truc, je le fais à fond, cure, post-cure. J'étais resté presque 1 an et demi, 2 ans, même voire un peu plus longtemps, abstinent, mais avec toujours mon cannabis en haute dose. Et puis là, je rencontre la maman de mon fils, donc je me remets à consommation modérée. Et puis après, voilà, vous avez toute l'histoire, voilà, de mensonges, de culpabilité. Et là, ouais, c'était une vraie rechute. Pourquoi? Enfin, des vraies rechutes, parce que j'arrêtais, je reprenais, je fumais. Toi, comment t'as réussi à t'en sortir, si tu devais expliquer? J'ai demandé de l'aide, j'ai une association qui est passée me voir, je leur ai demandé, il faut vite que je parte en cure. Et ils m'ont trouvé une cure, une post-cure. Qu'est-ce qu'on fait en cure? Alors, en cure. En cure, ça va se passer de plusieurs façons et après, ça dépend des régions. Mais chez moi, en fait, la cure, tu rentres pendant 1 semaine, en fait, si tu veux. On te protège, on te donne des vitamines, on te donne des petits médicaments pour que ce soit plus confort, l'arrêt de l'alcool et pour que tu évites d'avoir ces tremblements. Et surtout, que tu n'aies pas de crise d'épilepsie, que tu n'aies pas d'AVC, que tu n'aies pas de délirium tremens. Enfin, c'est tous des termes un petit peu qu'on a dans la maladie alcoolique. Et donc, pendant 1 semaine, on va dire que c'est le sevrage physique. Et le sevrage physique, il est easy, parce qu'on te donne des médicaments, tu dors bien, enfin voilà. Et t'as le manque déjà à cette période? Là, on te donne des médicaments, donc le manque, tu l'as pas, quoi, parce qu'en fait, ils utilisent des médicaments qui agissent sur la même partie de ton cerveau que l'alcool. Donc en fait, si tu veux, ça fait un leurre au cerveau, ça change pas, c'est pas pareil du tout que l'alcool. Mais pendant 1 semaine, en fait, on te dose en médicaments, et en fait, pendant 1 semaine, c'est vraiment le sevrage physique. Donc c'est pour arrêter les tremblements, c'est pour arrêter les transpirations, pour arrêter les troubles anxieux, parce que là, c'est pareil, quand t'arrêtes, mais t'as des crises d'angoisse qui viennent et tu sais pas pourquoi. Donc pendant 1 semaine, on va dire que c'est ça, ils se focalisent là-dessus, et après, ça a duré 5 semaines, pendant 2, 3, 4, 5 semaines, tu réapprends, tu vas voir un psychologue, tu vas voir un psychiatre, quelqu'un qui te remet au sport, tu fais de l'art-thérapie, tu fais des groupes de parole. Et ça pendant 5 semaines. Et après, j'ai continué en post-cure. Donc c'était 6 semaines, donc 5 semaines, ça fait 2 mois et demi et en post-cure, c'est pareil. Là, tu peux pas travailler, par contre. Là, Là, tu travailles pas. J'étais en arrêt maladie, hein. Tout simplement, j'étais en arrêt maladie.
Et donc 6 semaines de post-cure, mais après j'ai continué aussi en hôpital de jour, parce que comme j'aime bien dire, j'avais pas que l'alcool à soigner, j'avais cette culpabilité-là, trouver le pourquoi je buvais, faire une introspection, se mettre à lire des bouquins, comprendre le fonctionnement de la maladie, parce que si tu la comprends pas, comment tu veux la... J'aime pas ce mot-là, mais la combattre, comment tu peux vivre avec, quoi, si tu l'acceptes pas. Si t'es dans le combat, moi je l'ai été dans le combat pendant 10 ans, en fait. Me dire, non, mais j'ai un problème, j'ai pas un problème. La deuxième cure, tu vois, j'ai même ma sœur qui m'appelle et me fait, non, mais Thomas, je peux plus, parce qu'elle, elle a sa vie aussi. Et, je peux plus, je pourrais pas t'aider comme la première. Parce qu'elle s'était investie tellement la première en 2007. Et qu'est-ce qui va faire que cette fois, tu as réussi à arrêter Ah bah là, c'est vraiment le gros traumatisme, le vrai déclic, quoi. Avoir failli tuer Elliot, c'est bon. Là, c'est bon, bah, tu peux pas aller plus loin. Soit tu mourrais sur le coup, toi aussi, ou soit là, en fait, là, on m'a laissé une seconde chance. Tu vois ce que je veux dire? Une seconde chance de vivre ma vie sans produit, sans cannabis, sans alcool. Et puis je te raconte pas tout ce que j'ai essayé, tu vois, en cuisine. J'ai essayé la coke, j'ai essayé les extases, j'ai essayé les champignons, j'ai essayé le LSD. Enfin, voilà, tu vois, j'étais jamais dans non, je touche pas à ça. Il fallait toujours que on n'a qu'une vie, il faut goûter à tout. Mais voilà, profiter de sa jeunesse sans détruire son futur, c'est mieux, tu vois. Moi, j'ai cramé la bougie par les deux bouts. Et je suis plutôt heureux d'être à 43 ans comme je suis actuellement et d'avoir arrêté à temps, quoi, je pense. Comment tu as réussi concrètement, du coup, à arrêter après l'accident? Donc, c'est cette culpabilité, mais tu as fait des cures, tu as fait des groupes de parole. Ah oui, voilà, ouais, ça y est. Ouais, il n'y a pas de traitement magique pour l'alcool. On va te donner des médicaments, mais si t'es pas déter, ça marchera pas. Et moi, le meilleur des médicaments que j'ai pu avoir, c'est les groupes de parole, quoi. Le groupe de parole en hôpital de jour. Après, il y a les A, il y a plein d'assos qui font des groupes de parole. Mais libérer ta parole avec des personnes qui te comprennent, des personnes qui sont plus loin sur le chemin que toi. Ah il est abstinent depuis 6 mois, regarde, il est très heureux. Ça, si lui, il y arrive, pourquoi pas moi, pardon. Et le truc, c'est ça, il faut trouver sa méthode. Et comme j'aime bien dire, et autant tout essayer. De toute façon, le but du jeu, c'est d'arriver à quoi? Dans une abstinence heureuse. Donc, essayer l'acupuncture, il faut tout essayer. Moi, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du yoga, de l'art-thérapie. Et par contre, c'est toujours revenu, ce qui me faisait le plus grand bien, c'était les groupes de parole. Ça ressemble à quoi les groupes de parole? Il y a un peu le cliché que c'est les alcooliques anonymes, tout le monde est autour d'une table et raconte sa vie. Est-ce que c'est ça, véritablement? Ouais, c'est résumé un peu dans le cliché. Dans le cliché, mais ouais, c'est un peu ça. Ou sinon, on va mettre un sujet sur la table. Ce que t'apporte l'alcool. Et en fait, chacun va dire du pourquoi il consommait, ce que ça lui apporte vraiment dans la vie. Et puis c'est simple, quoi. Au bout d'un moment, on parle souvent aussi de balance décisionnelle. J'aime pas dire ça, mais tu vois, tu mets positif, négatif sur une feuille, tu tires un trait au milieu. Ce que t'as apporté l'alcool et ce que t'as en négatif, en positif, j'ai rempli 3 pages en négatif et en positif, j'avais ça. Ouais, moi, c'était un mauvais ami pendant très longtemps. Et qui m'a fait avoir des amis qui n'étaient pas forcément des amis, hein, parce que c'était plus des compagnons de beuverie que des amis, mais c'est ça, la puissance de l'alcool, c'est... j'ai croisé des personnes que j'aurais jamais dû croiser dans ma vie. Et c'est comme ça. Et est-ce qu'on peut arrêter tout seul? Tout est faisable, hein, tout est faisable. Après, ça dépend vraiment de la consommation, quoi. Si tu es dans une consommation quotidienne et assez élevée, c'est très, très, très déconseillé. C'est pour ça que... moi, je me suis fait aider 2 fois, parce que je sais que tout seul, déjà, réduire, pour moi, c'était pas possible. Et c'est surtout de s'entourer de professionnels. Et, parce que le sevrage physique, il est facile. Mais comprendre le pourquoi tu bois, j'aime bien poser cette question. Tu te vois ne plus jamais boire un verre d'alcool de ta vie. Alors ça, quand tu poses la question à quelqu'un, là, ça réfléchit à 2, 3, 4 fois. Et généralement, non. Et c'est pour ça que tant que tu laisses une petite fenêtre à ton cerveau en disant « un jour, je reconsommerai », moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Parce que tu as déjà eu une addiction, c'est quoi? C'est une perte de contrôle. Donc tu as perdu le contrôle avec le produit. Donc pour récupérer le contrôle sur le produit, en pourcentage, franchement, je crois que si tu as 1% de malades alcooliques qui arrivent à revenir dans une consommation modérée, heureuse,
mais pas frustration. Tu vois, se dire, ouais, je reconsomme 2 verres, mais je me fais violence pour pas en boire 3, 4, 5. Pour moi, c'est pas la liberté, c'est pas être heureux, ça. T'as jamais rebu depuis l'accident? Si, j'ai eu deux dérapages, 2 faux pas. Et ce que j'aime bien dire, voilà, il faut pas que la rechute se réinstalle, tu vois. Moi, c'était sur 2 jours. La deuxième fois, c'était 4 jours. J'ai rappelé tout de suite ma team. Ma team, c'est mon addicto, mon psychiatre qui me suit depuis longtemps, mon addicto qui me connaît depuis 2007. Et voilà, tu fais le calcul, on est en 2025, donc on parle en confiance, tu vois. Donc dès que j'appelle, monsieur Urbanek, donc je suis assez connu, et j'ai vite un rendez-vous, et puis les soins sont repartis, quoi. T'avais rechuté de plus belle, c'est-à-dire t'avais bu beaucoup? Non, sur 2 jours. Mais t'avais bu des grosses quantités. Même pas, j'avais rebu 4, 8, 6 et 4, 8, 6. Donc 8 en 2 jours. Pas de là à faire un blackout et à faire des folies non plus. Non, voilà, c'est ça. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que là, c'était mon petit frère qui a 14 ans de moins que moi, est descendu de Limoges et tout. Et puis là, ils m'ont amené aux urgences. Je suis resté la nuit, même si j'étais même pas bourré. Je suis même pas, ivre, ouais, bourré. Et là, j'étais resté la nuit aux urgences, mais voilà. Et là, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis dans une abstinence, mais je suis vraiment heureux depuis 2 ans. C'est pour ça que quand je parle de patience, on n'a pas tous une culpabilité à soigner. 25 ans de consommation, tu peux pas retrouver en 6 mois ton cerveau, et tu l'as jamais travaillé sans produit. Il faut du temps. Et dans ces 7 ans, il s'est passé quand même en 2021, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai fini en hôpital psychiatrique. Et là, encore une fois, j'ai un diagnostic je suis diagnostiqué bipolaire. Donc vous comptez, on a parlé de mon premier hôpital psychiatrique à 17 ans. Et donc 22 ans après, je suis diagnostiqué bipolaire. Depuis que je suis diagnostiqué bipolaire, ça va beaucoup mieux. Malgré que pendant 2 ans, 2021-2023, ça a été des tests, changer de traitement, reprendre un traitement, prendre un antidépresseur, non, enlever l'antidépresseur, ça a été toute une chimie du cerveau. Et donc, ouais, ça fait vraiment 2 ans que je suis heureux, quoi. Heureux, libre, bien tout seul. Ça m'était jamais arrivé d'être bien tout seul. Il fallait tout le temps que je sois accompagné, tout le temps que j'ai quelqu'un à côté de moi. Maintenant, je suis bien tout seul. Ça a été un soulagement de poser un mot sur ta maladie. Ouais, enfin, je suis pas fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je suis pas fou. J'avais bien un truc, quoi. C'était pas pourquoi un coup tu vas super bien, un coup t'as envie de te suicider. Tu comprends pas. Et puis tout le temps bourré d'angoisse, toujours la boule au ventre, toujours à paraître, à faire semblant. Et là, voilà, je suis libre et surtout heureux. Et j'aime bien dire ce mot que je pensais jamais dire, en paix. Je suis en paix avec moi-même. Je contrôle pas tout. De toute façon, on peut pas. Mais je vis l'instant présent. Et puis sur ce que je peux pas agir, je peux pas agir. Je laisse faire. Bipolaire, pour ceux qui savent pas, c'est pas forcément ce qu'on pense. On pense aux personnes lunatiques, mais c'est vraiment d'avoir des grosses phases. Donc quand tu es en phase maniaque d'euphorie et des grosses phases dépressives. C'est carrément ça, parce que un bipolaire, c'est pas quelqu'un qui change d'humeur toutes les heures, quoi. Moi, je sais que je suis type 1, je pouvais rester longtemps, des 2-3 semaines en up, mais pas dormir des nuits, être au taquet, machin et tout. Et après, quand le down arrivait, c'était tout de suite des lettres, des pensées noires, pas cool du tout, quoi. Et à pas pouvoir sortir de mon lit. Et voilà, et ça, c'est pareil, chez les bipolaires, les TDAH dépressifs, t'as quand même plus de chances de tomber dans l'addiction que si t'es quoi? J'aime pas le mot normal, mais si t'es bien équilibré, voilà. Oui, c'est ça, parce que ça a clairement un lien avec ta dépendance à l'alcool. En tout cas, quand t'es bipolaire, t'es plus vulnérable aux addictions. Et en fait, c'est ça aussi qui a fait que, je soignais. Voilà, quand je vais bien, quand j'étais en hypomanie, il faut consommer. Quand t'es pas bien, pareil, quand t'es en dépression, il faut consommer parce que tu te dis que ça va aller mieux. Donc en fait, ça a été une belle réponse à toutes mes addictions, parce que voilà. T'aurais aimé être diagnostiqué plus tôt? Est-ce que je serais là devant toi? Je suis pas sûr. Donc non. 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 Ça aurait peut-être été mieux, on peut pas savoir. Donc comme je peux pas agir dessus, et comme je veux pas...
je veux pas, j'en ai tellement voulu à mes parents là-dessus aussi, tu vois, parce que c'est pareil, j'ai pardonné mon père, mon père est mort à 49 ans alcoolique. J'avais 19 ans. Bah, je les ai pardonnés, ils ont fait de leur mieux avec leur propre trauma à eux. Et ça, oui, ça a été. Pourquoi ils m'ont pas. Enfin, voilà, tu fais une tentative de suicide à 10 ans. Pourquoi j'ai pas été. Ils m'ont pas. Moi, mon petit, il fait ça à 10 ans. Là, cette année, on va voir un psychologue, on va essayer de chercher pourquoi il se sent aussi mal dans sa peau. Mais c'est une autre époque aussi aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est notre époque. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu bois plus d'alcool? Qu'est-ce qui a changé? Bah, c'est que je suis. Dans tout ce que je fais, je suis à 100%, on va dire, en conscience. Tout a changé, parce qu'en fait, je fonctionnais avec l'alcool, donc tout a changé, parce que maintenant, je fonctionne tout sans alcool. Même les fêtes, même quand je suis invité, je fonctionne sans alcool. Donc, on va dire, déjà, une grosse confiance en moi, j'ai plus d'angoisse. Et des fois, même, je me dis, putain, mais j'en ai, hein. Mais j'arrive à les gérer, mais du tonnerre. J'ai la banane, je suis énergique, j'essaye Là, au boulot, on me dit, ouais, t'es toujours positif, quoi. Bah ouais, de toute façon, avec ce qui... Voilà, tu vois, je suis passé tellement près de la mort que peut-être que maintenant, j'ai envie de le vivre bien comme il faut, quoi. T'as peur de rechuter? Puis maintenant, ça m'est arrivé d'avoir peur de rechuter, parce que j'aime bien dire, ça c'est la guéguerre aussi, la rechute, en fait, ça fait partie de la maladie, quoi, tu vois. Donc... si tu rechutes, c'est qu'il y a une raison. Soit t'as pas assez travaillé sur toi, soit il y a un truc qui est pas réglé, soit il y a un truc que t'as pas dit. Donc ouais, non, j'ai pas peur de rechuter. Parce que je suis tellement bien que... Et puis même si je rechute, je sais ce qu'il faut faire. Tu vois, il faut tout de suite rappeler ton addicto. Faut pas, tu vois, il faut pas se réveiller au bout d'un mois, quoi. Non, tu consommes. Pourquoi j'ai consommé, avec qui j'étais, dans quelle émotion j'étais, avec qui, dans quel endroit, est-ce que c'était un endroit où j'allais quand je consommais. Enfin, tu vois, il faut tout analyser et puis après tu repars bien, quoi. Comment ça se passe? Parce que je sais qu'en soirée, en France, l'alcool est quand même bien banalisé. Des fois, tu dis que tu veux pas d'alcool, mais on va quand même te servir une coupette. Là, qu'est-ce qui se passe si on te sert une coupe de champagne, par exemple? Tu la... Alors, déjà, je la bois pas, ça c'est sûr. Et de toute façon, on me la servira pas. Parce que déjà, autour de moi, c'est clair, c'est cash, tout le monde le sait. Et maintenant, en fait, même, tu vois, ça m'arrive de dire, non, mais je suis malade alcoolique. Un diabétique, tu lui proposes pas 2 fois un gâteau. Donc moi, je suis malade alcoolique, tu me proposes pas 2 fois un verre, tu vois. Mais voilà, puis même après, moi, j'ai plein de trucs maintenant, tu vois, quand on me dit, oh putain, t'arrêtes de boire, tu dois pas être cool, tu dois pas... Ouais, On te dit ça? Moi, j'ai eu une ex, tous ses amis lui ont dit, mais tu dois te faire chier avec lui, quoi. Tu dois te faire chier, il boit pas, machin et tout, tu vois. Donc ça, on est stigmatisé, ouais, il s'affame. Mais en fait, moi, je fais la fête quand je suis heureux, tu vois, ça c'est Gad Elmaleh qui le dit. Et en fait, je suis à 100%. Le lendemain, pareil, je me réveille, je suis à 100%. Et par contre, ouais, les soirées se finissent avant, quoi. Parce que tu vois, je vais jamais plus maintenant jusqu'à 3h du matin, c'est super rare. Et puis, tu sais, pour entendre tout le temps les mêmes choses. En fait, voilà, au bout d'un moment, c'est plus du tout intéressant. Donc, voilà, quand ça me plaît plus, je m'en vais, quoi. T'as peur que ton fils devienne alcoolique? Toi, on sait que ça tient sûrement de ton père. En tout cas, t'as eu ce schéma-là. En fait, j'ai eu peur et j'ai plus peur parce que tu vas me prendre pour un fou ou pas. J'ai été voir quelqu'un pour casser un lien transgénérationnel parce qu'en fait, mon grand-père, le père de mon père, buvait, était violent. Mon père buvait, était violent. Moi, j'ai buvé, j'ai été violent. Et j'ai été voir quelqu'un et on me dit non, mais tu dis je t'aime à ton fils? Bah oui. Tu lui dis que t'es fier de lui? Bah oui. C'est bon, le lien, il est cassé, quoi. Il y a cette exemplarité qu'il a pas. Tu vois, moi, j'ai vu mon père boire tout le temps, tous les jours. Moi, non. Et on fait des soirées avec Elliot, on va voir son tonton, et ça se passe super bien. Il voit que son papa, il est à fond, qu'il rigole, c'est le premier à chanter après un micro, donc pas besoin d'alcool pour être foufou. Grâce à cet accident, Elliot, ça fait 7 ans. De ses 3 ans à ses 10 ans maintenant, il m'a jamais vu boire un verre d'alcool, donc il se rappelle même plus quand, de 0 à 3 ans, il se rappelle plus. Donc en fait, il voit bien que son papa a pas besoin d'alcool pour faire les mêmes choses que les autres, quoi. Pour aller en soirée, pour aller manger chez mes amis, voilà, sinon ça serait malheureux, quoi. T'arrêtes de boire, donc t'as plus le droit de vivre. Enfin, j'ai du mal à concevoir cette pensée-là, bien que je l'ai eue, cette pensée-là. Une soirée sans alcool, c'est pas une soirée sans ça, c'est pas une soirée, mais c'est juste qu'on est matrixé, quoi. On est matrixé. Moi, j'avais jamais fait l'amour sans produit. Je ressens des trucs que j'avais jamais ressentis. Donc,
Donc voilà, enfin, les idées reçues, les légendes urbaines qu'on a sur l'alcool, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé. Ça serait un verre de vin, ouais, non, c'est parce qu'il y a il y a un petit peu d'antioxydants, mais je te dis, l'éthanol, c'est le toxique. Oui, il y en a qui disent qu'un verre de vin, c'est bon pour la santé. Non, mais c'est fini, ça c'était avant, ouais. Enfin voilà, mais il y a tellement de, il y a pas de prévention sur l'alcool, c'est pour ça que je suis ici, quoi, un petit peu, tu vois, parce qu'il y a pas de prévention. Fumer tue. Boire avec modération. Tu fumes, tu tues toi tout seul. L'alcool, déjà, t'es malheureux, et il y a une statistique, une petite étude qui dit ça, c'est un malade fait souffrir 7 personnes, minimum, une moyenne. Donc moi, j'ai fait souffrir beaucoup plus que 7 personnes. T'es malheureux, mais tu rends ton entourage malheureux. T'en parleras à ton fils plus tard de toute ton expérience. Ah ouais, ah oui, oui, et puis déjà, hein, il sait que papa, il fait des TikTok pour la prévention à l'alcool. Ah ouais, non, mais puis même, je pense qu'il va être fier de moi. Ouais, enfin, oui, on verra bien, mais de toute façon, je l'interdirai pas, quoi. Il faut qu'il se fasse sa propre expérience, sauf que, je dirais, ce qu'on m'a pas dit à moi, essaye que ça ne devienne pas ton esclave, quoi. Parce que moi, j'étais esclave du produit, et dès que tu commences à plus gérer le produit, tu te le dis, hein, non, je gère. Non, dès que tu te dis cette phrase, déjà, c'est que tu essayes de valider, quoi. Non, mais oui, hop, essaye d'arrêter au moins juste 10 jours. Et après, on en reparle, tu vois. Et justement, du coup, tu as créé une chaîne TikTok où tu fais de la prévention sur l'alcool, où tu racontes ton histoire. Ouais, j'ai une chaîne TikTok depuis 1 an. Et je fais de la prévention, de l'information, témoignage. Et attention, j'aime bien dire, je fais pas la guerre à l'alcool. Envie de consommer, tu consommes. Tout le monde ne deviendra pas malade addict, mais en tout cas, ce que je répète, c'est un toxique. Même en petite quantité, tu as un pourcentage d'AVC, hop, il y a un cancer du sein sur 4 qui est lié à la consommation d'alcool en Europe. Donc ça voudrait dire que tu as un cancer qui pourrait, depuis déjà, tu n'aurais plus que 3. Enfin, ça tue tout, quoi. Et c'est une amie à toi qui nous a contactés pour te recevoir. Pourquoi tu as accepté de venir Eh ben justement, pour moi vraiment, c'est ma chaîne TikTok, c'est pour montrer qu'on peut s'en sortir, même si tu as vécu des trucs de ouf. Voilà. Donc ça c'est possible. Et surtout, c'est de vivre heureux et libre, parce que moi, avec toute mon expérience que je vous ai racontée, mais j'ai été malheureux, j'ai envié les gens. Et en fait, maintenant, d'être libre, mais vraiment d'une liberté totale, c'est possible. Et puis si là, grâce à Légende, il y a 2, 3, une personne qui dit « Putain, je me suis posé la question sur ma consommation d'alcool. En effet, putain, j'ai vu que c'était pas normal quand même. Je suis à 1 litre, même 1 litre de whisky tous les 3 jours, 4 jours, ça commence à faire, tu vois. » Donc si juste en faisant ce petit podcast, c'est ça, ouais. Ouais, interview. Voilà, cette petite interview, et il y a des gens qui reviennent sur moi en me disant « Putain, merci, j'ai ouvert les yeux. » J'ai gagné, quoi. Si je peux aider une seule personne, je serai le mec déjà le plus heureux, tu vois, comme c'est ce que j'ai commencé sur TikTok l'année dernière, et je vois que ça a pris effet boule de neige, et on aide beaucoup de personnes, parce que je suis pas le seul à faire ça sur TikTok, quoi. Tu veux être un aidant, justement, tu veux en faire ton métier? Ouais, en fait, là, je vais, comme je t'ai dit, là, dans 2 jours, je passe ma dernière visio pour entrer dans une certification de patient expert, pour aider par mon expérience, par mon vécu, et surtout pour continuer à apprendre de la maladie addiction. Attention, c'est pas l'alcool qui est la maladie, c'est l'addiction au cocaïne, l'addiction au jeu, l'addiction au sport. Et c'est quoi patient expert? Un patient expert, ça va parler de son expérience, mais en soi, tu fais cette formation pour continuer, parce que j'apprends tous les jours sur cette maladie, pour te perfectionner vraiment dans le champ des conduites addictives. Donc t'as pas que l'alcool, et ça permet tu vois, d'avoir une parole juste. Et puis quand tu parles d'addict à addict, t'es pas médecin addict, tu vois. Un addictologue a la théorie, moi j'ai la pratique. Tu vois, ça c'est mon addicto, on parlait comme ça, la finalité c'est ça, quoi. Eux ils ont la théorie, moi j'ai la pratique. Et patient expert, ça les deux. Et patient expert, c'est les deux. Et c'est surtout que tu vas travailler en équipe. Tu vas travailler avec le psychologue, tu vas travailler avec l'addictologue, tu vas travailler. Et en fait, c'est un plus pour. Tu vois, on est un plus. Et ça se développe de plus en plus en France. Je pense que dans l'Europe, il y a des pays qui sont bien plus avancés que nous. Mais là, ça fait une dizaine d'années que le patient expert, père aidant, ça commence à venir en France.
Du Voilà. coup, ça pourrait être ton métier et tu pourras être rémunéré. Ouais, pour ça. bah ça serait, ouais, l'objectif, ça serait ça, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Bah merci Lola.